7 millions d'abonnés en France, un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros, une occupation d'Internet de plus de 20%. Et tout ça en l'espace de 6 ans. L'influence sur nos vies et sur notre quotidien de ce géant américain ne fait que commencer. Mais jusqu'où ira-t-il? Peu à peu, il s'immisce dans nos habitudes, faisant de nous des poupées figées devant nos écrans. Mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, ce géant n'est autre que Netflix. Ce soir, nous sommes tous réunis pour faire le procès de cette firme américaine. Et nous saurons si, oui ou non, Netflix mérite d'être interdit en France pour le bien du cinéma français et de son consommateur. En introduction à ce procès, vous pourrez admirer les talents d'orateur de notre responsable partenariat et unique orateur à avoir fait porter les couleurs de l'association durant le trophée des orateurs. S'il vous plaît, applaudir Ezzeldine Amir. Pour attaquer le géant américain, l'accusation sera composée de 2 terreurs des tribunaux. L'un est secrétaire général du meilleur des bureaux, j'ai nommé le bureau externe. L'autre est président du bureau interne et dictateur à ses heures perdues. Dupond-Moretti en serait jaloux. Mesdames et messieurs, Sylvain Martin et Guillaume Turcas. Au banc des témoins, nous retrouvons Steven Spielberg, réalisateur qu'on ne présente plus, incarné par le secrétaire général du bureau interne, ou plus souvent appelé le prisonnier de Guillaume Turcas. Mais également l'emblématique Amélie Poulain, incarnée par la trésorière de l'association. Je vous demande d'applaudir Manon Perret et Clément Baudry. Mais nulle attaque ne peut être glorieuse sans une défense honorable. C'est pour cela que ce tribunal accueille ce soir 2 avocats d'exception. L'un est un orateur unique et talentueux, de par sa voix envoûtante et sa rhétorique sans faille. L'autre est responsable formation, ancien président de la Joute de Vinci. Mesdames et messieurs, Carl Savoya et Quentin Gallo. Certains l'auront peut-être déjà remarqué, mes 2 invités de marque n'ont pas encore été appelés ce soir. Thomas Shelby, de la série Peaky Blinders, qui sera incarné par le vice-président du bureau interne. Mais également Martin Scorsese, réalisateur incontournable, incarné par un nouveau de l'éloquence. S'il vous plaît, veuillez applaudir Tristan Darigol et Zemi Ben Ghanem. À procès d'exception, jury d'exception. Il est un dinosaure de laboratoire. 4 ans dans le monde de l'éloquence, 3 fois vainqueur de procès historiques, financier le jour et orateur la nuit, notre ancien vice-président, Abdel Boubaker. Nous avons aussi le plaisir de recevoir ce soir celui qui est à la tête du pôle formation de la Fédération française de débat et d'éloquence, celui qui est 2 fois champion de France de débat, et l'un des rares qui a eu son badge de fan de la page Facebook de la Joute de Vinci. S'il vous plaît, veuillez applaudir Max Forcina. Mais que serait un événement de la Joute de Vinci sans son plus grand supporter? Avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire de la conférence du stage, son palmarès est bien trop important pour tout nommer. Il nous fait encore l'honneur ce soir de sa présence. Je vous demande d'applaudir Maître Olivier Barra.
Comme vous pouvez vous en douter, nous serons soumis ce soir à certaines règles sanitaires. Dans le contexte très particulier que nous traversons, il vous est obligé de garder le masque durant toute la durée du procès, et même dans l'ensemble de l'établissement. Seul l'orateur a le droit d'enlever son masque lors de sa prestation. Évitez un maximum les déplacements et, si possible, restez à votre place durant toute la durée de ce procès. Au nom de toute l'association, nous vous remercions d'avoir répondu présent pour cet événement. Un grand merci aux membres du jury d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à l'administration du pôle qui a accepté que l'on fasse ces événements malgré le contexte sanitaire actuel. Un grand bravo à Mathis Weber et au pôle communication pour leur travail de qualité. Un grand bravo à Nicolas Michalski et au pôle événement. Et surtout, merci infiniment à Poltech, l'association de photographie du pôle, qui couvre cet événement en photo et en vidéo. On peut les applaudir. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez assister au premier procès de l'année de la Joute de Vinci. Tout est aligné pour avoir un événement exceptionnel. Alors je compte sur vous ce soir pour faire un maximum de bruit. De tous les accusés, celui de ce soir intrigue plus que tous les autres. Avec des centaines de millions d'abonnés, une croissance fulgurante pendant le confinement et une diversité de contenus jamais égalée, Netflix est LA plateforme. Lorsque nous mettons, mais en réalité ce qui fait du procès d'aujourd'hui un événement si particulier est qu'il est celui de tous. Lorsque nous mettons la plateforme au logo rouge sous le feu des projecteurs, c'est chacun d'entre nous qui se tient dans son ombre. Alors préparez-vous ce soir à avoir un débat d'idées, de société et de responsabilité. Quelle est la culpabilité de chacun? Et c'est à chacun de se regarder dans la glace et de se demander où commence son libre arbitre, qui le dirige et qui le pousse à consommer. Quelle est notre part de responsabilité lorsque c'est en moyenne 2 heures de visionnage que nous passons sur la plateforme? Cependant, dire que Netflix n'apporte rien d'enrichissant est faux. En effet, on y trouve beaucoup de documentaires de qualité, que ce soit d'histoire, d'économie ou l'étude passionnante de psychopathes. On y trouve également des séries divertissantes, certes, mais qui en plus mettent en avant des minorités, en les représentant et en leur donnant une voix. Netflix inspire par l'ambition, le réalisme et la diversité de tous ses personnages. Chacun d'entre nous peut s'y refléter et apprécier l'avancement d'une quête comme si elle était la sienne. La question de la place de Netflix ne se pose plus vraiment. Socialement, il s'agit d'un sujet de discussion si facile d'accès. Et le prétexte favori de Raphaël pour glisser une fille jusque dans ses draps. Alors, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Lorsque vous Netflixez and chillez, c'est la plupart du temps seul, avec une boule de glace sous une couette froide, fantasmant sur le même personnage depuis 2 saisons. Certes, Sex Education vous aura inspiré, mais ces épisodes de 50 minutes n'ont pas fait de vous un parfait amant. Certes, avec La Casa de Papel, vous admirez plus qu'avant l'intelligence et les plans bien ficelés, mais vous restez incapable de suivre celui de vos révisés. On peut également reprocher aux séries de parfois manquer de réalisme. À tort, bien sûr. Nous avons tous, dès le lycée, un corps parfait, musclé et un visage sans acné. Il est banal, lorsque nous sommes en terminale, de résoudre des meurtres et démanteler des réseaux de trafic de cocaïne pendant le week-end.
qu'il est commun pour nous d'avoir une vie sexuelle si riche à 14 ans avec en moyenne 4 partenaires par mois et de passer ses samedis soirs en boîte à commander des grosses bouteilles de Grey Goose comme n'importe quel citoyen ordinaire. Mais la lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité que l'on refuse. Alors sommes-nous lâches de faire le procès de Netflix ce soir? Cette question-là n'est pas vite répondue. Et personne ne vous croit lorsque vous affirmez regarder La Casa de Papel pour apprendre l'espagnol. Vous lisez les sous-titres comme tout le monde, alors assumez-le. C'est avec toutes ces valeurs que chaque parti parlera également aux centaines de millions qui visionnent Netflix chaque jour. Et sachez qu'ils ont tous touché une prime de risque pour cela. Mais il nous faut prendre les choses comme elles sont. La procrastination n'est pas un phénomène nouveau. Et chaque fois qu'un divertissement s'accroît, il est directement critiqué comme s'il était la cause. Tout cela dans le but également de déresponsabiliser le consommateur. Ce n'est peut-être pas Netflix qui a fait de nous des déchets, peut-être que nous l'étions bien avant cela. J'appelle Amélie Poulain. Devant moi, des êtres remplis d'imagination. Il semble avoir derrière ces regards une multitude d'étoiles qui filent, tournent, puis sortent en une phrase simple mais subtile. Ce Big Bang d'une discussion avec leurs voisins, d'une remarque sur un bout de papier, ou encore cette idée rebelle au cœur de débats à l'Aubrac, si le temps le permet. Combien de ces étoiles défilent aujourd'hui dans cette salle? Combien prennent le courage de sortir? Combien se transforment en ces trous noirs qui aspirent tous l'émerveillement de leur hôte? D'ailleurs, ces hôtes prennent-ils toujours le temps de prendre un petit café dans le bistrot en écoutant les histoires de l'habitué du coin? Prennent-ils toujours le temps de prendre des nouvelles de leur ami d'enfance? Prennent-ils toujours le temps de poser un regard et dire bonjour aux sans-abri en haut de leur rue qui n'interagit qu'avec la pluie et le beau temps? Non. Il semble que les cernes sur leur visage, telles des marques tribales, indiquent leur statut de zombies vivants. Ils ne prennent plus le temps de se reposer. Ils perdent toute la curiosité pour le monde qui les entoure, car la dernière série vient d'arriver. Peaky Blinders fait son retour, pour rien au monde il ne pourrait le rater. Et la vie des braqueurs espagnols prend toute leur importance, toute l'importance à leurs yeux. Et après toutes ces nuits blanches multipliées, après la concentration diminuée, l'université les sort d'un coup de pied. Oh. Ma ville, mon Paris, est devenue cette salle de foot. « 10 heures, petit café, accompagné de piqûres de narcos. 21 heures, journée intense, piqûres à concentrer de blockbuster,
spécialement préparé par Netflix. « 3 heures du matin, vue exclusive, suspect édifiant, Netflix. Ce même Netflix que je vois se doper au coronavirus et qui a maintenant la force d'écrabouiller les plus petits que lui. Toujours et éternellement ce même Netflix qui, comme tout dealer qui se respecte, continue de proposer sa poudre de perlimpinpin. Et cette poudre que Monsieur Lambda, assis à ma droite dans le métro, continue de s'injecter régulièrement, par peur de ne plus être à jour. Poudre qui fait de ce diable une brebis. Et personne ne l'arrête. On le laisse laver des cerveaux pour l'une de ses plus grandes réalisations, Zombie Territory, dont nous serons les acteurs, et lui, l'unique réalisateur. Ah, peut-être comme tous ces êtres, si remplis d'imagination, je devrais à mon tour sortir toutes les étoiles qui défilent dans ma tête, afin de stopper le poison avant qu'il n'atteigne le cœur, leur cœur, mon cœur. Je stresse. Suis-je vraiment capable de parler devant tant de monde? Malgré la tension de tous mes membres, la surchauffe. Ah, allez Amélie, tu peux le faire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amélie Poulain et j'ai été témoin par les balades dans Montmartre et par l'observation de mes voisins du nouvel opium, Netflix. Il s'adapte à vos envies d'une façon si subtile que vous finissez dans ce cycle sans fin. Tisane, lit, Netflix. Heure qui défile, nuit blanche, fatigue, Netflix. Travail peu productif, stress, Netflix. Isolation sociale, Netflix. Netflix, cette drogue de l'oubli. Et vous en redemandez toujours plus. Toujours plus pour ne plus faire face à la réalité. Et enfin, vous connaissez la fin de tout addict, et je peux vous dire, that is not a good place. Comme ces addicts, je me suis isolée dans ma zone de confort si longtemps que je croyais que la solitude était ma façon de vivre. Mais lorsque vous en sortez, votre cœur aveuglé retrouve enfin tous ses sens, retrouve enfin toute sa vivacité. Et alors, vous vous imprégnez de toutes les magnifiques couleurs du monde. Alors, je suppose qu'aujourd'hui vous avez un choix à faire. Et choisissez le courage plutôt que la lâcheté. Choisissez le rêve éveillé plutôt que le coma. Et ne risquez pas d'être un légume, car même les artichauts ont du cœur.
Ok, c'est bon. Oui, merci pour votre témoignage, Madame Poulan. J'aimerais savoir que pensez-vous en fait exactement des personnes que vous critiquez justement qui regardent Netflix à longueur de journée, mais qu'est-ce qui nous garantit que vous n'en faites pas partie exactement? Ce qui me garantit que je n'en fais pas partie et que j'aime beaucoup trop le monde qui m'entoure pour rester sur cette plateforme, pour regarder en permanence et retourner comme je le fus un jour dans ma zone de confort. Je m'appelle Thomas Gévy. J'ai beau les fuir, trois choses me poursuivent sans relâche dans ma vie comme dans mes rêves depuis une dizaine d'années. Il y a la boue, il y a la violence, et enfin il y a le sang. J'ai passé plus de 3 ans en France, au service de la reine pendant la Grande Guerre. Je faisais partie d'une unité des tunneliers. Notre travail consistait à creuser des tunnels jusqu'à nous trouver sous les lignes ennemies, tout en évitant, comme on le pouvait, les tunneliers allemands. Une fois arrivés, y déposer des explosifs et repartir hors de portée de l'explosion. Nous avons passé 3 ans dans des trous, dans les combats, dans la terre et dans le sang. La violence et la mort en étaient presque devenues des banalités. Forcément, en rentrant au pays, après avoir rassemblé ce qu'il restait de l'homme qui avait débarqué sur les côtes françaises, chacun de nous espérait y trouver du répit, du calme. Et pourtant, bien loin de l'Angleterre avant-gardiste que nous espérions retrouver, cette terre n'était plus celle que nous avions connue. La classe ouvrière se trouvait écrasée par le poids du progrès et rendue complètement invisible par le brouillard de Londres. Il en allait forcément de même pour la totalité de la ville de Birmingham. L'atelier du monde, la ville aux 1000 métiers, devenue symbole de la violence politique, de la violence sociale et de la violence physique. Le pain quotidien des classes populaires anglaises. Tous ces hommes et ces femmes, ayant servi leur nation, continuant à trimer dans la boue et dans la suie au nom d'un progrès qu'ils ne voient pas, enfermés dans leurs conditions, cherchant un échappatoire dans le communisme, dans le fascisme, dans la violence du nationalisme irlandais, dans la révolution. J'ai moi-même cherché à tout prix à me détacher de cette condition, à révéler son existence à tous ceux qui l'avaient oubliée. Mais j'ai dû abandonner toute étude pour partir au service de ma nation. Je n'ai pas les mots d'un Dickens. Les miens n'ont pas la force de changer les choses. L'argent et le pouvoir, eux seuls vous permettent d'être reconnus indépendamment de votre passé, de vos origines. Malheureusement, pour un homme de mon sang, les voies ouvertes à d'autres pour atteindre de tels objectifs ne l'étaient pas. J'ai dû ruser, intriguer, comploter, trahir, et faire certaines choses qu'il ne serait pas bon pour moi de prononcer à voix haute dans un tribunal. Beaucoup ont pensé pouvoir l'utiliser à leur fin. Mafieux, policiers, noblesse, politique. Me voici devenu chef d'entreprise, officier de l'Empire britannique, député socialiste à la Chambre des Lords. Quant à eux, personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Je suis la preuve qu'un homme du peuple peut dépasser sa condition, qu'il n'y a que dans l'esprit des élites que vos capacités sont limitées par votre sang.
n'en déplaise à tous ceux qui n'auront de cesse de me rappeler mes origines et mon passé, dans l'objectif à moitié dissimulé de diminuer ma crédibilité, de diminuer la force de ma voix, la force de la voix d'un peuple en souffrance. Cette voix, cette contre-histoire, cette lutte que j'ai portée à la vue de tous, n'était pourtant jamais arrivée jusqu'à vos oreilles. Qui parmi vous connaissait 10 ans auparavant l'histoire de Birmingham? Qui parmi vous avait entendu parler des misères de la classe ouvrière anglaise au XXe siècle? Qui parmi vous avait entendu parler de tous ces gens écrasés et réduits au silence par la machine du progrès? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vaincus n'en sont pas les seuls oubliés. Les esclaves, les mineurs, les orphelins, les soldats après la guerre, les victimes de massacres, tous devenus des fantômes de l'histoire, oubliés et effacés par ceux qui l'écrivent. Tous ces fantômes ont besoin d'hommes et de femmes prêts à raconter leurs récits, prêts à raconter leurs souffrances. Netflix a su redonner la vie au spectre qui hantait Birmingham, a su partager l'histoire d'une population, a su partager mon histoire. Alors, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous ce soir pour vous demander d'acquitter Netflix. Pour vous demander d'acquitter Netflix au nom de ces personnes invisibles, au nom de ces luttes silencieuses, au nom de ces voix muettes, au nom de ces souffrances ignorées, au nom des Peaky Blinders. Oui, Monsieur Shelby, vous avez dit que vous avez vous-même été député. En tant que député, quelles recommandations législatives pourriez-vous faire ici? Quelle loi feriez-vous passer par rapport à Netflix? Malheureusement, ce n'était pas vraiment de mon temps. Et pourtant, j'aurais à dire qu'il n'y a pas de régulation à faire à ce niveau-là. Le partage a toujours été une bonne chose et le sera toujours. J'appelle à la barre Clément Bourri. Le virus est là. Le virus est là. Le cinéma est malade. Ses principaux acteurs souffrent. Depuis tant de mois, ils agonisent, sous les assauts conjoints d'une double peine terrible. Ensemble, Netflix et le coronavirus se chargent de mettre à terre l'une des plus grandes industries que ce monde ait portée. Une industrie qui a façonné quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre artistiques qui soient. Mesdames, messieurs, juges et jurés, le 7e art est en danger. Et vous seuls pouvez encore sauver le patient. Un patient infecté par un progrès qui n'en est pas un. Par un progrès qui en a été une régression. Une régression vers un produit inachevé, mercantile et dénué de tout sens artistique. Ne nous y trompons pas. Si face à l'un des mots, on ne peut rien, on se doit de lutter contre le second. Un mal qui détourne les spectateurs de l'essence même du cinéma, le grand écran. Et oui, aller voir un métrage, c'est plus qu'un simple divertissement. C'est une réelle expérience, non seulement sociale, mais aussi sensorielle. Partager avec des inconnus, pour quelques heures, des émotions universelles, qui nous rappellent que nous sommes tous humains. Qui, en allant voir un film, n'a jamais senti la salle le vivre?
Qui n'a jamais partagé une expérience unique dans la lumière tamisée d'un projecteur? Qui, enfin, n'a jamais saisi l'opportunité d'une scène émouvante ou apeurante pour prendre la main de son amoureux ou de son amoureuse avant de l'embrasser tendrement? Vous le voyez donc bien, la mort inexorable des salles de cinéma, ce n'est pas seulement la mort d'un acteur, c'est en réalité la mort et l'agonie d'un ressenti unique. Netflix va tuer les salles de cinéma, et avec elle va disparaître l'expérience cinématographique. Que restera-t-il d'un art vide qui a privé son public de tout ressenti? Que restera-t-il de ce film que vous aurez regardé rapidement et sans attention avant de passer au suivant? Que restera-t-il de l'esprit du cinéma dans la conscience des spectateurs? Un cinéma dont le but ne sera plus de faire rêver, voyager, transporter, mais simplement de divertir. Avec le virus Netflix, ce qui s'insinue insidieusement, ce n'est pas seulement la mort du patient salle de cinéma, mais plus prosaïquement, la mort du cinéma lui-même. Car l'infection est à un stade où la septicémie menace. Je dois avouer que quand je te vois sur ces bancs, Scorsese, mon ami, prêt à défendre un producteur qui, il est vrai, fut le seul à assister au film en entier, mais simplement pour mieux s'infiltrer et mieux corrompre notre art, mon cœur se serre. Pour mieux montrer ta schizophrénie, je vais me voir obligé de citer l'un de tes films, Shutter Island. Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme de bien? Tu es un homme de bien, je le sais. Alors, plutôt que de lutter pour cette monstruosité, viens, rejoins-nous cette lutte pour sauver ce que nous avons construit, pour sauver notre art. Car tu le sais comme moi, le virus Netflix, c'est la réduction du cinéma à de simples programmes télévisés. C'est la réduction du 7e art à de simples téléfilms. Et la réduction du spectateur à un simple profit. Ce soir, dans ce temple de la justice, nous devons lutter. Lutter pour sauver un patient gravement atteint. Et à travers lui, tous ceux qui sont directement menacés. Le virus, insidieusement, a déjà affaibli nos défenses. Il a sapé les garde-fous. Et il a conquis les cœurs, il est vrai, par sa facilité et par sa simplicité. Avant de les détruire par son fonctionnement. Netflix est un virus. Nous ne pouvons plus l'ignorer désormais. Aujourd'hui, le cinéma est en danger de mort. Et si vous ne l'arrêtez pas, la maladie va se propager. Nous contraignons dans le futur à l'amputation, voire à l'inhumation. Mais nous pouvons encore agir, sauver un art en détresse, et ce, en lui fournissant la médecine appropriée. Car le patient, ne vous y trompez pas, est encore curable. Sauvons le cinéma, sauvons l'art, sauvons ces vies, car quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Monsieur, en quoi les arguments que vous avez développés contre Netflix ne pourraient-ils pas être généralisés à toute la télévision et à toutes les plateformes? Et donc en quoi est-ce Netflix qu'il faut interdire et pas l'ensemble des téléfilms, l'ensemble des télévisions et l'ensemble des plateformes? Monsieur, en tant qu'acteur du système du cinéma, je vous le dis, rien n'est comparable à cette machine qui broie tout sur son passage qu'est Netflix. Lorsqu'on fait un film, lorsqu'on veut faire un film et qu'on a une idée, que fait-on? On va voir un producteur. Et il y a alors un dialogue qui s'instaure. Quand vous allez voir Netflix, il n'y a pas de dialogue. Il décide tout pour vous.
j'appelle le réalisateur Martin Scorsese. Le monde du cinéma est un corps. L'acteur, son visage, le producteur, son cerveau, et le réalisateur, son cœur. Si nous pouvons faire battre des cœurs, alors pourquoi arrêter? Dans la famille Scorsese, je suis le seul reconnu, pas uniquement grâce à mes idées, mais parce que je suis né aux États-Unis, à New York. C'est une chance, et c'est un prérequis indispensable pour qui veut faire du cinéma international. Avoir un accès permanent à Hollywood, vous ne pouvez pas rater, vous ne pouvez pas échouer. Si vous avez un talent, une idée, quelques contacts, alors, en quelques années, et avec un seul long métrage, vous pouvez passer de l'illustre inconnu au réalisateur vedette. Oui, je parle de mon expérience, donc je témoigne sur le métier de réalisateur. Mais on peut appliquer ce modèle à tous les corps de métier du cinéma. Netflix crée des cœurs. Netflix crée des réalisateurs du monde entier. Hollywood, même si je l'aime, va, grâce à cette invention, perdre son quasi-monopole et arrêter de décider qui mérite d'être reconnu et qui ne le mérite pas. Grâce à Netflix, avec Hélène, nous avons découvert de nombreux longs métrages, courts-métrages, séries de tout format et venant des 4 coins du monde. J'ai même découvert des films italiens. Pire, j'ai découvert un film sicilien, Rimetti a noi nostri diritti, Pardonne-nous nos dettes, qui traite avec brio du passage de l'Italie fasciste de Mussolini vers l'Italie américaine d'aujourd'hui. Ce film a été réalisé par Antonio Moravito, qui est né dans le même village que mes ancêtres en Sicile. Sans Netflix, Antonio serait inconnu aujourd'hui. Et le monde n'aurait pas eu la chance de voir son génie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Netflix combat l'inégalité dans le cinéma. Surtout, Netflix combat le diktat du portefeuille sur l'art. Même en étant un réalisateur reconnu, avec un synopsis fort et impactant, avec des acteurs brillantissimes, avec lesquels j'ai un plaisir fou à travailler. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, The Irishman a failli ne jamais voir le jour. Coincé dans un circuit traditionnel, archaïque, auquel même nous, piliers du cinéma, sommes obligés de nous soumettre. Refusé par les salles de cinéma, refusé par les producteurs, refusé par les cinéastes, refusé par ce qu'ils appellent le grand écran. Netflix possède la curiosité que le monde traditionnel du cinéma ne possède plus. Je le sais, car je fais partie de ce monde archaïque. Je vieillis et je connais le cinéma dans toute sa splendeur et dans toutes ses failles. Le pouvoir d'un artiste, c'est d'être capable de se renouveler. Et c'est d'être capable de ne pas mépriser les nouveaux moyens de diffusion qui sont mis à notre disposition, et ce, par pure incompréhension de ces derniers. Je n'ai pas la prétention de placer mon cinéma au-dessus de Netflix. Aujourd'hui, Netflix fait vivre mon cinéma. Il n'y a plus de pression de la part des salles de cinéma. Il n'y a plus de pression de la part de la personne qui tient le portefeuille. Le réalisateur est libre. Le réalisateur est libre, libre de son casting et libre d'avoir des personnages auxquels il a des personnages qu'il a imaginés.
lui-même, libre de son scénario, et de ne pas avoir à faire des coupes stupides en fonction de pseudo-statistiques. Libre de créer, d'imaginer, d'éclairer des milliers de soirées étoilées. Apprenti, vous êtes libre, vous êtes vivant, qu'importe. Netflix est un voilier, que le vent vous emporte. J'appelle le premier avocat de l'attaque. Tout doux, un bruit iconique, que tout le monde connaît, mais derrière ce bruit, tant de réalités restent méconnues. Netflix. Il nous propose chaque jour des milliers de séries avec un accès si facile, si simple, si addictif. De l'interface même de Netflix à son algorithme. Tout est fait pour vous rendre accro. Netflix sait qu'entre le moment où l'on se connecte et le moment où l'on se déconnecte, il y a 90 secondes si l'on ne trouve pas de série à regarder. Alors, c'est en 90 secondes qu'ils devront nous séduire. Et pour cela, leur algorithme personnalise de façon si subtile, mais pourtant si efficace, votre page d'accueil, en vous montrant des séries qui pourraient vous plaire, avec des miniatures adaptées à chaque utilisateur, basées sur votre personnalité et vos séries dernièrement visionnées. Cela vous donne l'impression d'être compris, d'être écouté, mais en réalité, le seul objectif de Netflix est d'augmenter votre temps passé sur la plateforme. En effet, une fois bien hameçonné, l'objectif est de ne jamais vous laisser partir, ou du moins, de vous faire rester le plus longtemps possible. C'est ainsi que plusieurs procédés ont été mis en place, comme l'irremplaçable bouton « Ignorer l'introduction » ou encore le fameux « épisode suivant » qui est automatique. Mais beaucoup diront que cela est pratique, ou commode, que cela permet de gagner du temps, mais en réalité, Netflix, en utilisant ces procédés, crée seulement de l'addiction. Netflix réduit les seules frictions possibles entre vous et l'envie de quitter la plateforme. Il n'y a plus de temps d'attente entre cet épisode et le suivant, plus de moments d'inattention pendant les introductions des séries. Et cela fonctionne car, en moyenne, et selon une étude de l'université Queen's, un utilisateur de Netflix passe 2 heures par jour sur la plateforme. Alors, le titan au logo rouge et noir n'est pas en compétition avec les autres plateformes de streaming et il n'est pas non plus en compétition avec les autres formes de divertissement. Reed Hastings, le PDG de Netflix, nous avoue lui-même que la plus grande compétition de Netflix, c'est celle contre le sommeil. Alors, que penser d'une entreprise qui fait passer son bénéfice avant la santé mentale et physique de ses utilisateurs? Pire encore, qui profite de la vulnérabilité de ceux-ci. Netflix a trouvé le moyen d'exploiter nos faiblesses et nos besoins psychologiques. Nous parlons évidemment ici de la pratique du binge-watching qui consiste à regarder d'une traite 3, 4, 5 épisodes d'une même série sans s'arrêter. Netflix n'a en effet pas inventé le binge-watching, mais il l'a popularisé en le rendant si accessible. Le binge-watching est en effet la méthode parfaite pour augmenter le temps de rétention des utilisateurs sur la plateforme. Mais ce qui importe ici, ce ne sont pas les minutes, que dis-je, les heures passées sur Netflix, mais plutôt les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur les utilisateurs qui, rappelons-le, sont des êtres humains comme vous et moi. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont prouvé que le visionnage d'un épisode d'une série fait sécréter de la dopamine,
Cette même molécule du plaisir qui est sécrétée lorsque l'on consomme de l'alcool, de la nicotine ou autre substance hautement addictive, mais également lorsque l'on effectue ce qu'il y a pour nous de plus essentiel comme se nourrir. Ainsi, Netflix a le potentiel pour devenir notre drogue la plus dure ou notre besoin le plus vital. Et Netflix est totalement conscient et responsable des conséquences néfastes que sa plateforme a sur les individus et en profite à des buts lucratifs. Tout commence par la pression sociale. Netflix est présent partout et touche tout le monde. D'abord sur les réseaux sociaux et enfin dans les publicités. Alors, il est si aisé de succomber à son charme. Après tout, pourquoi pas? Il y a 30 jours d'essai gratuit. Netflix joue alors sur les différents paliers de l'addiction, à savoir l'usage, en créant un besoin chez l'individu et en lui procurant lui-même la solution à travers un essai gratuit. L'essai gratuit, ou autrement dit cette première dose, celle qui aura pour but de vous rendre addict. Ensuite, Netflix favorise l'abus en encourageant le binge-watching, notamment en ne publiant pas une série, épisode par épisode, mais saison par saison. Enfin, Netflix pousse à la dépendance, en faisant croire que leur plateforme est indispensable à l'utilisateur. Et ce qui suit la dépendance, mesdames et messieurs, c'est l'isolement. À la sortie d'une nouvelle saison, beaucoup s'isolent des réseaux sociaux et coupent les liens qu'ils ont avec leurs proches. Cela pour ne pas se faire spoiler. Un isolement, à première vue, anodin, mais associé au binge-watching. C'est le combo parfait pour créer des troubles de dépression, d'anxiété ou encore de stress. La plateforme, au logo rouge et noir, a pris une telle place dans notre vie que maintenant, on ne demande plus que regardes-tu, mais que regardes-tu sur Netflix? C'est devenu un tel géant que des expressions telles que Netflix and chill ont vu le jour. Netflix and chill. Moi je dirais plutôt Netflix and kill. Netflix tue nos ambitions, notre volonté d'agir, nos relations sociales, et cela consciemment et en toute connaissance de cause. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous le demande. Anéantissons Netflix, anéantissons son règne, et cela en l'interdisant. Vous dites que Netflix pousse l'individu à l'isolement, au stress, à l'addiction, mais c'est à peu de choses près les mêmes reproches qu'on pourrait faire à l'industrie du jeu vidéo lorsqu'elle est née, et pourtant personne ne pense à l'intérêt du jeu vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie donc vos accusations de celles du jeu vidéo de l'époque, ou du cinéma il y a encore plus longtemps? J'aurais juste un complément par rapport à votre question, ce qui est dans la continuité. Vous avez indiqué qu'on passait 2 heures par jour sur Netflix. Des études avant rappelaient qu'on passait 2 heures par jour sur la télévision, enfin à regarder la télévision, puis 2 heures par jour à regarder Internet. Est-ce que les 2 heures sur Netflix ont pris la place de la télévision et de l'Internet, ou est-ce que ça fait en plus et on arrive à 6 heures? Monsieur, pour répondre à votre deuxième question, le temps passé, 2 heures passées à regarder la télévision n'est pas la même chose que 2 heures passées sur Netflix. Sur Netflix, comme je l'ai rappelé, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas de pub, c'est vrai. En effet, si vous le voulez, les publicités peuvent permettre de marquer une pause entre cet épisode ou le suivant. Et pour répondre à votre question, monsieur, comparer les jeux vidéo à une plateforme telle que Netflix est, je trouve, pas approprié. En effet, Netflix a mis en place tous les procédés possibles pour que l'utilisateur reste évidemment sur les jeux vidéo. Cela peut paraître similaire, mais sur Netflix, il n'y a pas de fin. Et dans un jeu vidéo, monsieur, cela se finit très vite. J'appelle le premier avocat de la défense.
dit que l'innovation est dangereuse. On nous dit que la nouveauté abîme, détruit et anéantit tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On s'incline face aux nouvelles technologies et puis soudain, dans un élan d'analepse nostalgique, on renie la nouveauté. On la condamne et on l'accuse de vouloir détruire notre société. Le premier procureur de l'accusation, M. Martin, nous parle d'addiction. Il tient un procès contre mon client car il l'accuse d'être responsable de l'addiction d'une faible minorité de ses consommateurs, chez qui on observe déjà des tendances d'addiction, que ce soit sur Netflix ou d'autres plateformes. Dans ce cas-là, nous pourrions tout aussi bien faire le procès de tous les appareils qui provoquent de l'addiction. Nous pourrions faire le procès de la tablette électronique, du téléphone portable, de l'alcool, de la télévision, de l'Internet. Nous pourrions aussi faire le procès de l'idiotie, car apparemment certaines personnes y sont très accros. Ce soir, mon client est accusé de vouloir détruire l'industrie et l'art cinématographique. Mais ce ne sont que des mensonges qu'on prolifère à l'encontre de mon client, dans l'unique but de le noyer. Et pourtant, les chiffres sont très clairs. En 2016, le nombre de personnes allant au cinéma a augmenté de 5%, alors que Netflix était en plein développement. En 2019, plus récemment, le nombre d'abonnés Netflix a augmenté de 20%. Et parallèlement à cela, la fréquentation des salles obscures a progressé de 6%. Nous savons tous dans cette salle que Netflix fournit un accès à une multitude de films et de séries, de tout genre, allant d'un classique de Sergio Leone à un terrifiant Hitchcock, passant par de grands chefs-d'œuvre hollywoodiens, et tout cela à un coût très faible. Et par conséquent, sans le savoir, Netflix stimule chez vous l'envie de développer votre culture du cinéma. En proposant des offres très rentables et des films de qualité, il nous encourage indirectement à vouloir regarder encore plus de films, à apprécier encore plus le monde du cinéma et à se diriger davantage vers les salles obscures. En initiant chez ses abonnés ce goût de l'audiovisuel, Netflix ramène de plus en plus de clients au cinéma traditionnel. Il ramène des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par le cinéma, mais qui le sont devenues après s'être abonnées à sa plateforme. Des jeunes qui n'avaient aucune culture et qui maintenant connaissent les grands et les petits classiques. C'est en cela, par le biais de son coût faible et de la grande diversité de choix de films qu'il offre, que Netflix participe activement au développement économique mais aussi culturel du cinéma. En s'engageant dans la production de films à succès comme The Irishman, mais aussi de séries culturelles comme Peaky Blinders qui relatent l'histoire et enrichissent finalement la culture de nos jeunes, Netflix maintient le secteur du cinéma vivant. Il fortifie sa valeur artistique et l'empêche de disparaître avec le temps. Qu'on le veuille ou non, Netflix participe indirectement à l'intemporalité du monde cinématographique. Alors, qui d'entre vous pourrait ici, ce soir, en ce lieu, dire que Netflix est dégradant, alors qu'on sait pertinemment que de grands réalisateurs comme Martin Scorsese y produisent des films? Personne. Personne, parce que comme Martin Scorsese, vous savez très bien que Netflix cherche à glorifier l'art du cinéma et non à l'abattre. La question qui se pose est donc la suivante. En quoi tout ceci est néfaste? Pourquoi cherche-t-on à dresser un portrait si noir de mon client? Il est évident que si ce procès a lieu ce soir, c'est parce qu'on a peur. On a peur
que le cinéma traditionnel ne puisse pas, comme il l'a toujours fait, dominer le monde de l'audiovisuel. On a peur qu'il ne puisse plus s'accaparer de tous les bénéfices et de toute la gloire du 7e art. On ne veut pas que Netflix puisse lui aussi participer à cette gloire. Mais en agissant ainsi, en agissant de la sorte, on contribue sans le savoir, et c'est triste, à la chute du cinéma traditionnel, à son propre suicide. Car toute chose, de la plus minime à la plus grande, de la plus concrète à la plus abstraite, toute chose a une fin. Et cette fin n'est affranchie que si le vieil homme accepte la jeunesse. Bravo pour votre prestation. J'aurais une question. Dans le contexte actuel, sachant qu'on parle de confinement, reconfinement, couvre-feu, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le fait qu'une personne qui s'assoit sur son canapé et commence à regarder Netflix toute la nuit pourrait avoir envie après d'aller au cinéma? Il pourrait tout aussi bien aller au cinéma comme il le fait pour partir au restaurant. Les salles de cinéma ont été aménagées justement pour la crise sanitaire. Bien évidemment, lorsque la crise sanitaire va disparaître, si Dieu le veut, bien sûr, cette envie va retourner et forcément, comme les chiffres indiquaient, la progression de la fréquentation dans les salles de cinéma va augmenter. J'appelle le deuxième avocat de la défense. Si vous vous complaisez à enrichir ce sempiternel débat de sourds, visant à savoir qui, entre l'art et l'industrie, l'emportera sur le cinéma, vous serez ravis d'apprendre que Netflix vous apporte une nouvelle réponse à ces questions. Aucun des deux. Car si aujourd'hui il peut paraître anodin que Netflix publie directement sur sa plateforme un film qu'il a lui-même produit, il faut bien comprendre les enjeux économiques que ce choix porte sur l'industrie. Car en agissant de la sorte, Netflix possède le total contrôle de son œuvre. Un contrôle du début à la fin, de la manière dont vont visionner les films à la manière dont vous les consommez. C'est ce qu'on appelle une intégration verticale. Netflix n'a besoin d'interagir avec aucun autre acteur que lui-même. Netflix ne souhaite pas être un acteur de l'industrie du cinéma. Netflix souhaite être un acteur pour Netflix. Un acteur qui ne soutient ni les salles, ni les distributeurs, ni ces salles qui sont en train de mourir, car oui, maître Savoyard, ce seront ni l'anachronisme de vos exemples qui comparent 2019 à une année où on subit la crise sanitaire, ni la malhonnêteté de vos comparaisons qui considèrent que l'augmentation des fréquentations des salles de cinéma sont dues à l'augmentation de la visibilité de Netflix, alors que vous omettez malhonnêtement de dire que l'année dernière sont sortis Avengers Endgame, Star Wars 9 et Le Roi Lion, qui ont été des succès planétaires. Alors monsieur, finalement cette augmentation des salles de cinéma n'est ni due à Netflix, ni due à votre inculture. Certains d'entre vous rétorqueront, avec leur raison, que si les salles doivent mourir, c'est qu'il doit en être ainsi. Le grand public préférant toujours les économies qu'ils peuvent faire au confort des salles populaires. Mais face à ce manichéisme de la pensée, un devoir de réflexion nous est imposé. Une réflexion afin de comprendre que Netflix ne met pas simplement à mal notre industrie, mais bien l'art cinématographique. Car n'est pas conçu de la même manière un film destiné pour la télévision et un film destiné pour le cinéma. Quand cette dernière maintient instinctivement votre attention, un contenu télévisuel est un combat.
à un combat contre votre smartphone, à un combat contre votre famille, à un combat contre le bruit dans la rue, un combat contre tout ce qui pourrait détourner votre attention de ce que vous êtes en train de consommer. La télévision n'a pas le temps de vous faire rêver. Et Netflix est destiné pour la télévision. Un film Netflix se voit donc obligé de rappeler constamment ses enjeux et se contrainte à ne pas perdre votre attention, là où un réalisateur de cinéma plus classique se permettrait d'instaurer une ambiance et de travailler ses idées de mise en scène. Netflix, de par ses films, ne sont finalement que des téléfilms de par leur conception. Des téléfilms à grand budget certes, mais des téléfilms quand même. Les frères Cohen, réalisateurs maintes fois récompensés, s'y sont essayés à cet exercice. Ils ont essayé de faire un film pour Netflix. Ils ont dû réaliser un film à sketch afin de conserver leur identité. Tout comme la télévision, Netflix troque l'art pour l'efficacité. Et malgré tout ce que je viens de dire, il y a pire. Lorsqu'un producteur plus classique peut savoir si son film a été apprécié en lisant les critiques ou en jugeant sa rentabilité, un film Netflix en sait bien plus de par son algorithme de collecte de données et s'y adapte. Inutile de rappeler ce qui a été déjà dit par Maître Martin, Netflix, c'est tout ce que vous faites sur sa plateforme. Netflix connaît vos goûts parfois mieux que vous-même et il vous en remercie. Ainsi, il peut les analyser pour produire du contenu formaté, adapté à ce que vous croyez aimer. Mais si cela peut paraître bénéfique pour le consommateur, il faut bien comprendre que c'est un changement flagrant de la manière dont sont conçus les films. Car nous n'avons plus un auteur qui a pensé son œuvre du début jusqu'à la fin, qui essaye de vous raconter une histoire ou vous faire vivre des émotions, mais au contraire, du contenu formaté pour vous faire consommer. Le spectateur devient alors un consommateur destiné à rester le plus longtemps possible derrière son écran. Les films produits ne sont finalement plus à portée artistique, mais à portée mercantile. Enola Holmes, Project Power, La Plateforme, El Camino, Spencer Confidentiel ou encore Narcos, je ne vous demande pas d'approuver ou non ces contenus. Je vous demande simplement de comprendre qu'ils sont symptomatiques d'un système qui préfère délaisser l'art et le réalisateur au profit d'un consommateur, osons le mot, aliéné. Ainsi, des questions se posent. Souhaitez-vous vraiment qu'une entreprise étrangère mette fin à notre art et notre industrie pour son propre profit? Souhaitez-vous vraiment qu'une entreprise étrangère contrôle le monopole de ce que vous consommez par le biais d'une concurrence déloyale? C'est pour cela, mesdames et messieurs, que l'accusation ce soir demande à ce que des mesures fortes soient prises dans ce tribunal. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que l'accusation demande l'interdiction pure et simple et définitive de la plateforme Netflix en France. Une décision à la fois pour des questions de bon sens, mais également des questions de survie. Car interdisez Netflix, car nul art ne mérite de mourir. Interdisons-le, car pour prouver à tous que nous pouvons encore agir à la fois pour notre art et notre industrie, afin de favoriser l'expérience et notre économie. Et si certains ne sont pas encore convaincus dans cette salle, c'est que vous n'en réalisez pas encore les conséquences. Conservez Netflix et assumez l'augmentation de l'addiction. Conservez Netflix et subissez sa politique de consommation. Conservez Netflix et regrettez la perte de notre art et de notre industrie, car à trop vouloir embrasser le progrès, c'est notre patrimoine qui finira dans l'oubli. Cher monsieur, si les
logiciels de Netflix sont si performants, qu'ils connaissent toutes mes données et qui vont faire des recommandations aussi ciblées, comment cela se fait-il que depuis plusieurs semaines, ma première recommandation est Emily in Paris? Monsieur, votre cas n'est malheureusement pas une généralité pour Netflix et les algorithmes de Netflix doivent se perfectionner, c'est leur objectif et justement au bout d'un moment vous vous rendrez compte que vous serez addict à la plateforme et il sera trop tard. Monsieur, une question. Comment comptez-vous faire, puisque vous voulez l'interdire en France, pour éviter que les gens puissent se connecter de France par une plateforme étrangère? Monsieur, si nous arrivons déjà à empêcher les utilisateurs les moins avertis, ce sera déjà une bonne nouvelle à la fois pour notre art et notre industrie. En fait, c'est juste pour les nonos de l'informatique. J'appelle le deuxième avocat de la défense. Le partage est cette composante culturelle qui a transformé la destinée d'une espèce d'hominidé en épopée du nom d'humanité. Il est alors nécessaire de définir la notion de médium, aussi connue comme étant le moyen de transmission d'un message. Ainsi, si la parole fut le médium originel, l'humanité ne put se cantonner uniquement à celui-ci. Les caractères, pictogrammes et autres hiéroglyphes furent la porte d'entrée à l'apposition de la parole sur des supports plus fiables et durables que la mémoire humaine. Et voilà que l'humain remporte une victoire inespérée. Voilà que l'humain gagne sa course contre le temps en acquérant la possibilité de s'immerger dans des époques révolues, des contrées éloignées, et le pouvoir de léguer à la postérité. Nul besoin de se dépêcher, le livre ne s'effilochera pas. Inutile de courir contre elle, la musique n'accélérera pas. Et pourquoi commencer le film par la fin? Vous n'en perdrez pas une miette, hier ou demain. Alors, nous voilà réunis dans ce tribunal à nous demander si l'interdiction de mon client est légitime. Mais comment le pourrait-elle? Comment pourrait-on prononcer le ban alors que Netflix participe à sa manière à cette transmission vertueuse? Et je défie d'ailleurs l'accusation de nier cette réalité. Netflix est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du partage culturel. Je ne peux m'empêcher de voir en cette furieuse accusation un Roland de passéisme qui nous rappelle à tous que peu importe la cause, les fantômes du passé gémiront toujours avec une déconcertante constance. Mais je vous rassure, il en faudra plus pour décontenancer la défense et nous affirmons que prononcer une interdiction à l'encontre de notre client est une aberration. Mais alors que j'ai défendu devant vous que le partage est humain, l'attachement irrationnel à un passé sans lendemain l'est sans doute aussi. De ce fait, cette aberration ne nous est peut-être pas si étrangère. Après tout, mes louanges de première minute cachent une terrible vérité. Ce progrès humain qui a permis plus de partage et de contact a toujours été craint par certains, voyant sûrement en lui un virus à éradiquer. Essayons alors, je vous prie, d'imaginer l'inimaginable. L'imprimerie fut découverte en 1453 dans nos contrées. Et à ce moment, une foule de censeurs
furent opposés à sa diffusion. Il n'y a ici aucune boutade. Lorsque nous voyons comment la diffusion d'écrits ont permis d'ébranler des systèmes établis depuis des millénaires, comme la place de l'Église catholique en Occident, lorsque nous comprenons que les livres ont permis la diffusion de l'éducation, et que nous constatons que ces mêmes livres ont toujours été la cible des sinistres personnages au cours de l'histoire, on ne peut qu'admettre que le savoir est une arme. Mais nul besoin de s'inquiéter, tout va bien se passer. L'arme est figurée, mais le savoir est bien diffusé. Le message est passé. Et nous savons aujourd'hui que s'opposer à l'imprimerie est une aberration. Et pourtant, des horreurs furent reliées. Des appels au meurtre et à la haine furent imprimés. Et qui doit être blâmé? L'encre et le stylo? Lorsque vous accusez mon client, je ne peux m'empêcher de penser que vous devriez plutôt rediriger votre blâme envers les directeurs et autres responsables de ces productions plutôt que la plateforme qui les héberge. Je vois également en votre farouche lutte un combat maladroit, malmené, qui s'attaque à l'outil et non à celui qui l'utilise pour fauter. Netflix est un concept de partage novateur, qui dépasse le simple cadre du cinéma et l'enrichit par la même occasion, comme l'a souligné mon collègue Karl Savoya. Alors épargnez-nous vos discours scandalisés, qui nous affirment que tout était mieux avant, alors qu'il n'y a que dans vos souvenirs que cela est véridique. L'hégémonie du cinéma traditionnel a vécu, et vous ne pouvez reprocher à mon client d'avoir su innover et révolutionner, tout comme vous ne pouvez reprocher à Gutenberg d'avoir apporté la grâce des livres et du savoir au peuple. Car si je ne peux vous imputer de mauvaises intentions, je suis obligé de voir en vous ces érudits d'antan, se désolant que le savoir s'ébruitait. Vous pensez que la masse souille votre bien propre. Pour justifier votre avarice, vous en êtes arrivé à prétendre que Netflix était responsable d'addiction, que tout était fait exprès pour que le public reste dépendant de la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Et si demain, une plateforme permettait d'apprécier et de découvrir les œuvres d'art du monde entier via la réalité virtuelle, vous seriez les premiers à être bien tristes que le public se détourne des musées. Votre argumentaire est prévisible et cruellement injuste. La diffusion de masse n'est jamais un problème. Et si vous le pensez, c'est que vous en avez un et qu'il serait peut-être temps de commencer à le régler avant de nous donner des leçons de morale. Oui, mais Netflix réussit à fidéliser un public en utilisant la technologie. Grand bien leur face. Netflix fait tout pour que ses clients soient à l'aise avec la plateforme et souhaitent y revenir. Merci à eux. Je vous rappellerai, pour revenir sur vos arguments phares, que l'introduction des politiques mercantiles dans le monde de l'art ne sont pas l'effet de mon client, mais bien du cinéma hollywoodien, avec leur logique de blockbuster. Je vous rappellerai également qu'une gestion du temps de visionnage peut être mise en place, afin de ne pas se perdre dans le contenu, il est vrai, sans fin de la plateforme. Ainsi, si un habitué décide de ne pas prendre les mesures qui lui sont proposées, comment mon client pourrait-il en être responsable ? Contre vents et marées, mon client s'est hissé au sommet de l'industrie culturelle. Face aux critiques cinglantes, le travail silencieux et acharné fut de mise. Aujourd'hui, combien d'entreprises tentent d'émuler la formule de Netflix? Cette dynamique doit continuer. Et si mon client est la figure de proue de cette démocratisation des productions audiovisuelles en tout genre, ainsi soit-il. Je requiers donc l'acquittement pour mon client, pour toutes les raisons énoncées par la défense, pour que le partage ne soit jamais une cause de condamnation, pour que le progrès ne soit jamais entravé par l'obscurantisme. Monsieur, vous avez fini? Vous avez fini?
Est-ce que vous avez fini votre propos? Oui, mais je finis. Alors, moi j'avais une question. Vous nous dites que la diffusion de masse n'est jamais un problème. Comment distinguez-vous la diffusion de masse de la propagande? Eh bien, monsieur, parce que la diffusion de masse ne fait pas de distinction entre ce qui est bon ou mauvais, comme vous le faites avec le terme de la propagande. La diffusion de masse s'intéresse de manière indifférente à la diffusion de l'information. Fût-elle vraie ou fausse, cela n'importe peu dans la logique de diffusion de masse. Et si nous commençons à vouloir contrôler cette notion de diffusion de masse, sous prétexte qu'il y aurait la possibilité que propagande se fasse, alors monsieur, je le dis tout de suite, arrêtons tout type de liberté, tout type de médias, tout type d'expression, car il y aura forcément moyen de déborder, forcément moyen d'être dans l'illégalité et forcément moyen de rentrer dans cette fine limite que nous définissons entre le bien et le mal. Écoutez, merci à tous les orateurs. Je pense qu'on peut encore les applaudir une fois. Maintenant, on va laisser du temps au jury pour délibérer. Et on se retrouve ici quand ils ont fini. Bien, bonsoir à tous. Donc nous allons vous communiquer les résultats, mais auparavant nous allons faire quelques observations sur le débat et sur les différents orateurs. Les contraintes de temps et les contraintes du couvre-feu ne nous permettront pas forcément de faire un commentaire détaillé sur chacun des livres. Pour ma part, je ferai des remarques globales et ensuite il y aura des remarques plus centrées sur une équipe, puis plus centrées sur l'autre équipe. Alors, première remarque globale, j'ai trouvé, et nous sommes tous d'accord, le niveau très bon des 8. Et je vous félicite tous, et il n'y a pas eu de plantage, ni même de raté ou de médiocre. Vous avez tous été parfaitement au niveau. Dans des registres différents. Au début, je me suis cru un peu dans une répétition de cours de théâtre. Et j'avais jamais vu des témoins agir de la sorte, mais chacun avec son style et son registre, vous avez performé, bravo à tous. Alors, sur le fond, je dirais que vous avez utilisé, à mon avis, des arguments solides des deux côtés. J'ai regretté, plus du côté de l'attaque que du côté de la défense, qu'il y ait deux arguments un peu plus corrosifs qui auraient pu être utilisés. Vous les avez abordés, mais à mon avis, vous n'y êtes pas assez concentrés. Le premier, c'était une très bonne idée, mais qui n'a malheureusement pas été poussée. C'était l'idée selon laquelle il se crée un conglomérat et on pouvait prendre le sujet sous un angle très juridique, qui était le démantèlement des monopoles et le démantèlement des conglomérats, en faisant par exemple la comparaison avec ce qui s'était passé au début du XXe siècle avec les barons voleurs et avec le démantèlement des monopoles dans la sidérurgie ou dans le pétrole. Le deuxième élément qui était alors là beaucoup plus théorique et beaucoup plus philosophique, et là je pense qu'il y a un peu l'âge qui joue, parce que ce qui m'a étonné, c'est que vous avez débattu de savoir si dans l'industrie culturelle, le cinéma c'était mieux ou moins bien que la plateforme, sans poser la question de la critique de l'industrie culturelle elle-même. Alors c'est des débats qui visiblement ne sont plus trop d'actualité, mais moi je me souviens que c'était des débats qui animaient à l'époque, en considérant que le problème était quand une culture devenait une industrie du divertissement. Et à ce moment-là, c'est une attaque. La question est de se poser si on a à arbitrer entre deux modes d'industrie du divertissement, ou si on a à critiquer Netflix en tant que stade suprême d'une même industrie du divertissement qui était après l'aliénation et les observations que vous avez pu faire.
Et là, il y avait peut-être une façon un peu différente d'attaquer Netflix, non pas en lui disant bon, vous faites de l'adobe et l'adobe du cinéma c'était mieux, parce que c'était tout aussi signé, mais on pouvait plus facilement couper, que de se poser la question en disant mais est-ce que vous ne faites pas de l'adobe suprême dans un système qui pousse à l'extrême une mécanique quasiment de lavage de cerveau et d'aliénation, sachant qu'il y a toujours eu du côté des champions de la propagande deux débats entre ceux qui considéraient que la propagande était une affaire plutôt de politique, d'information et de manipulation des informations politiques, et ceux qui disaient c'est pas du tout ça, la propagande c'est chloroformé par le divertissement. Et en fait, la propagande, le but c'est qu'un peuple ne se révolte pas, et souvent le peuple ne se révolte pas non pas parce qu'il est d'accord avec ce que lui raconte le gouvernement, mais parce qu'il est rendu amorphe par le divertissement. Et la question qui pouvait se poser, c'est est-ce que la croissance de Netflix pendant la période du Covid n'a pas été ce qui a évité la rébellion? Bon, c'était des sujets qui auraient pu être posés sous cet angle. Maintenant, vous avez choisi une approche qui tenait aussi, qui était de mettre en concurrence deux systèmes culturels, mais c'était plus difficile parce que tous les arguments que vous utilisiez pouvaient vous être retournés en disant mais après tout, c'est un peu pareil ce que vous faites. Voilà, ça c'était les observations que j'avais à formuler. Maintenant je vais passer la parole aux deux autres membres du jury pour qu'ils fassent des observations plus équipe par équipe. Alors, pour ma part, au vu du temps qui file quand même assez rapidement, je vais me contenter également de retour assez généraliste, notamment pour une bonne raison, c'est que j'ai un point de repère qui est le précédent procès auquel vous m'aviez invité, qui était le procès du Joker, qui était très réussi, mais, et là c'est de l'avis général du jury, il y a un progrès global dans la joute qui est très significatif. C'est-à-dire qu'il y a certains points très précis du discours que vous avez bien travaillé, que vous avez bien développé, en particulier les recherches qui étaient beaucoup plus poussées, je trouve, pour ce procès que pour le précédent. On remarquera d'ailleurs que la plupart des orateurs et oratrices, à quelques exceptions près peut-être, ont tous fini leur discours avec une citation ou une référence à l'œuvre qu'ils défendaient ou le personnage qu'ils incarnaient. Ça témoignait aussi d'un vrai travail de recherche. Globalement, il y avait une vraie maîtrise de la voix, une vraie maîtrise de la variation chez la plupart d'entre vous. Vous avez l'air de croire à ce que vous étiez en train de raconter. Donc globalement, il y a tout ça qui est très réussi. Mais il y a quelques petites pistes d'amélioration que je me permettrais juste de vous glisser rapidement sur mon travail, un peu responsable pédagogique. C'est deux choses, et c'est peut-être quelque chose que vous avez tous fait. Donc c'est un conseil pour le coup qui est vraiment universel ce soir. Premièrement, les péroraisons, c'est-à-dire la conclusion de votre discours, essayez de travailler davantage le rythme à laquelle vous l'amenez. C'est-à-dire vous avez deux choix, on vous l'a déjà dit je pense, crescendo ou décrescendo. Si vous faites décrescendo, c'est plus facile, vous mettez de plus en plus d'espace entre ce que vous dites, vous faites de plus en plus de pauses, vous ralentissez le rythme, vous réduisez le volume, et vous finissez avec un dernier mot ou quelques derniers mots qui font un effet sur le public qui est très simple, c'est qu'on n'a pas besoin de dire merci, on n'a pas besoin de faire un geste, on n'a pas besoin de dire j'ai fini, on est sûr qu'on a fini parce que le rythme l'a mis lui-même. Ça, globalement, ça manquait un peu dans la plupart des discours qu'on a vus ce soir. Et la deuxième chose, c'était peut-être le fait de se donner un peu plus de liberté, justement, sur l'improvisation peut-être, ou sur le fait de ne pas apprendre complètement par cœur vos textes. Parce que c'est bien d'apprendre par cœur, ça vous permet de vous détacher de vos notes, vous lisez moins, mais dans un par cœur qui est un peu trop poussé, on perd un peu cette spontanéité qu'on peut retrouver donc, en se forçant un peu de faire de l'improvisation. Et c'est peut-être cette petite touche de spontanéité chez certains qui manquait, ou pas forcément qui manquait, mais qui aurait permis de faire passer certaines performances de choses très maîtrisées à quelque chose de vraiment brillant. Mais globalement, je le répète, c'était très réussi. Donc merci à tous pour vos prestations ce soir, et j'ai hâte de voir vos prochains discours. Et bien du coup, c'est à moi qui incombera la lourde tâche d'annoncer les résultats pour ce soir. Premièrement, sachant que je faisais partie de la joute de Vinci, ça me fait extrêmement plaisir et je suis extrêmement touché et fier de vous parce que vous avez tous énormément progressé, notamment ceux qui ont intégré l'association l'année dernière ou même cette année. Donc vraiment un énorme bravo et je suis très très fier de vous. Donc bravo les potes. Et du coup, je vais commencer pour maintenir le suspense par le meilleur témoin.
et on a décidé de l'accorder. Alors je suis désolé, je ne connais pas le prénom ni le nom de la personne, mais c'est celui qui a joué Martin Scorsese. Du coup. J'ai noté très peu de points négatifs sur ta prestation. Il me semble que tu as intégré la joute cette année et tu passes sans texte. C'est vraiment impressionnant. Au niveau des axes d'amélioration, si tu veux, on en parle après, mais je te donnerai plus les détails. Je pense que tu peux te libérer encore plus pour rejoindre ce que disait Max Cortina, dans le sens où j'avais l'impression que le pupitre limite te bloquait un petit peu dans ta gestuelle. Donc n'hésite pas à faire comme Amélie Poulain l'a fait. Si tu as envie de te déplacer dans la salle et de jouer encore plus avec le public et les jurés, fais-le. Et là, le seul petit truc qui manquait, qui aurait pu faire que ta prestation aurait pu être encore plus excellente, c'était de t'adresser encore plus aux jurés. Ça aurait été très bien. Mais en tout cas, bravo à toi, c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait. Voilà. Le prix du meilleur avocat, et du coup, après moult négociations, ça a été très compliqué eh bien, de prendre une décision. Du coup, il y aura 2 prix pour les avocats de ce soir. Eh bien, le premier prix est accordé à Karl Savoya. Relativement apprécié, c'était en fait la prise de risque que tu as faite en fait en tant qu'avocat. Tu n'es pas resté dans un contexte de débat parlementaire. Tu as introduit de l'humour, beaucoup de subtilité dans ton discours. Je trouve que ton entrée en scène était l'une des plus impressionnantes de ce soir et l'une des plus marquantes. Donc bravo à toi. J'ai pas noté de points négatifs, mais je pense qu'il y en aura qui me viendront à l'esprit tout à l'heure. Mais en tout cas, bravo à toi. Deuxième prix pour le très bon avocat aussi de ce soir, eh bien il revient à Guigui. Monsieur beaucoup de progression également. Je pense qu'une fois que tu auras, je le dis à chaque fois, mais que tu auras appris à gérer ton stress, ta crispation, tu vas dépasser ce dernier palier, on va dire. Tu étais celui qui a été le plus habité en fait par sa cause. On avait vraiment l'impression que tu voulais vraiment condamner Netflix du fond de ton cœur. Et c'est toi, en fait, tu t'es vraiment exprimé avec une grande flamme, mais tu n'as pas perdu finalement tu t'es pas énervé, tu t'es pas emporté à ton détriment comme tu pouvais le faire d'habitude. Et pour ça, du coup, bravo à toi. Et finalement, du coup, le prix de l'équipe gagnante, je compte sur vous. Le jury ce soir a décidé d'accorder le prix de l'équipe gagnante à l'équipe de la Défense. Bravo à tous, merci encore, on a vraiment passé une bonne soirée. Pour les retours personnels, on peut tous se voir à la sortie, pas pour boire un verre si on n'a pas le temps, mais merci encore.